Bonjour à tous, merci d'être là. Il y a presque 10 ans, de manière rêveuse et irréaliste, j'ai caressé le doux rêve de créer un site à mon nom en anglais. Mais écrire, pourquoi faire? Après tout, personne ne lit plus, encore moins de l'art. Prise par cette vision optimiste, j'ai décidé de commencer à filmer les multiples interviews que je faisais, dont plusieurs avec Glenn. J'ai revu tout ça cet après-midi. L'idée m'en était venue de l'exposition que j'avais faite sur Andy Warhol et la télévision, en France, au Portugal et au Brésil. Et lui, il était obsédé à l'idée d'enregistrer, de tout garder, de tout mettre en boîte, comme le montre ses time capsules à Pittsburgh. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube est riche de 2545 vidéos, donc je suis très fière. On bosse, et pour fêter ces presque 10 ans, j'ai décidé d'organiser des interviews publiques avec des personnalités parmi les plus marquantes de notre époque dans l'art contemporain. Après Anne-Sulrich Chopriest, après Maya Hoffman, Glenn Laurie, demain un artiste que Glenn connaît très bien, Rikrit Tiravanija, puisqu'il a exposé à PS1 récemment, et après-demain Lina Gottmé, qui est une des architectes très en vue actuellement et qui a des projets très importants au British Museum à Londres, en Ouzbékistan, enfin pas au Qatar, à Venise pour le Qatar, etc. Je tiens à remercier ceux qui m'ont soutenu dans ce projet, Docent et sa fondatrice Hélène, Piaget et sa directrice merveilleuse Adèle, ainsi qu'Emma. Piaget, l'appartement Piaget curated by Asia Now et la formidable équipe de Projet Média qui est en train d'immortaliser cette conversation. Glenn. Immortaliser, j'ai peur. La conversation. Et oui, parce que ça va être sur YouTube. Et si on se débrouille bien, YouTube, ça va être pour toujours. Et donc, tout ce que tu vas dire là, sans aucun, je veux te donner aucun stress, tout ce que tu vas dire là va être gardé pour toujours et pour l'éternité. Maintenant, j'ai des angoisses. Finalement, alors que tu m'as dit que le stress était bon. Tout à l'heure, de manière très bienveillante, Glenn m'a dit le stress c'est bon, tu dois te dire que le stress c'est bon. Alors, le stress c'est bon. Glenn, voilà cet homme qui a été pendant 30 ans le directeur de l'institution géante par la dimension, mais surtout par l'impact, le MoMA de New York. Glenn a quitté son poste en septembre dernier, n'est-ce pas? Ce qui m'a toujours frappé chez vous, c'est deux choses. La première, c'est votre pugnacité. Justement, ça a un lien avec cette idée du stress. C'est-à-dire comment, pendant 30 ans, tenir bon, gérer des équipes. On dit qu'il y a combien 2100 employés aujourd'hui? Non. Ça, c'est votre musée à New York. Nous avons que 980. Ah, 980, c'est pas mal quand même. 980 employés, mais donc les syndicats, les revendications politiques, les trustees, pour trouver de l'argent aussi et pour qu'ils vous fassent confiance. La programmation des musées, puisque vous avez été aussi cheville ouvrière de la programmation des musées, à 2 reprises agrandir les locaux. Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est la pugnacité de chaque jour. Et ça, c'est énorme. Vous êtes une sorte d'homme orchestre à ce titre-là. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est vous et la France. Et ça, c'était très inattendu. Le bruit court même que vous avez pris la nationalité française. Je crois me souvenir que vous m'aviez raconté avoir passé toutes vos vacances durant l'enfance en Bretagne. C'est ça? En Bretagne, à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, alors c'est encore plus original. Hein. Lac Bourget, c'est mon lac. Ah, et alors pourquoi, racontez-nous un peu cette partie de votre enfance française. Alors, ma mère était française. Ah. Ça, il faut savoir. Et puis, dès l'âge de 10 ans, je suis venu en France tous les années pour voir mes cousins et cousines et pour passer l'été avec un ami de mes parents qui habitait à Aix-les-Bains. Et comme je faisais du ski, mais de compétition aussi, je me suis entraîné sur le glacier de Sarenne avec le GUC, le club de ski de l'Université de Grenoble, en passant les fins de semaine à Aix-les-Bains et les semaines en entraînement, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans.
Ah oui, incroyable. Ouais. Et donc, cet esprit français, il vous a intéressé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la France? Écoutez, si mes parents étaient des immigrants, mon père venait de l'Allemagne, ma mère de la France en 1941, je ne me suis jamais senti complètement américain. J'ai toujours eu ce sens d'être quelque chose d'autre. Et cette sensibilité était une sensibilité française. Incroyable. Et depuis vraiment mon enfance, même avant l'âge de 10 ans, parce que ma mère me parlait toujours en français, disons en franglais, moitié français, moitié anglais. Elle était d'où en France? De Paris. Ah oui. Elle était de Paris. Et puis, je voulais être français. Et ma mère m'a dit, mais j'ai quitté la France pour me sauver. Tu veux revenir en France, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoutez, on a des appartements en France parce que la famille, on est dans une indivision avec mes cousins et cousines. Tous mes souvenirs de bonheur étaient des souvenirs de la France. J'ai dit, je veux être français. Et ça m'a pris 5 ans parce que c'était un processus très compliqué. Et finalement, en 2021, je suis devenu français. Et ma mère, qui avait 96 ou 97 ans, m'a dit « Félicitations, maintenant tu peux faire la grève. » C'est l'idée qu'elle avait. Un sens d'humeur extraordinaire. Et c'est l'idée qu'elle avait des Français qui faisaient la grève. Ouais. Non, elle plaisantait comme oui, bien ça, sûr. Mais ça, c'est une vraie info, alors. Non, pour moi, ça m'a donné un sens. Comment dit-on? J'ai trouvé un bonheur en savoir que j'étais aussi français. Ah, c'est magnifique. Mais alors, l'autre partie de l'enfance, c'était pendant l'année scolaire, et là, vous étiez à Williamstown. J'étais à Williamstown comme universitaire. Mais avant l'enfance, non? J'étais dans une école en New Hampshire, okay. dans le nord des États-Unis, où j'ai fait du ski. Vraiment, depuis l'âge de 8-9 ans, je voulais être un skieur compétitif. Mon père avait qu'une rêve pour moi, c'était de devenir un skieur dans les Olympiques. Gagner une médaille d'or. Mais qu'est-ce qu'il faisait votre père comme métier? Il était un ingénieur, mais il était aussi un grand skieur. Il ne pouvait pas faire la compétition dans les années 30, car il était juif. Donc, pour moi, tous ces espérances étaient venues sur moi. Ah oui. Et donc, vous avez mal tourné? J'ai mal tourné, surtout pour lui. Mais quand même, je me suis très bien amusé. J'ai toujours des amis que j'ai rencontrés dans ma jeunesse, quand je faisais du ski et des compétitions ici en France, et ils sont toujours très proches. Et vous avez gardé l'esprit de compétition quand même? Tout à fait. Et le désir de réussite? Oui, parce que quand on fait une compétition, n'importe lequel, ça peut être la natation ou le vélo. Tennis, ou le vélo, c'est vraiment une lutte avec soi-même. C'est pas une compétition avec des autres. C'est de devenir le mieux ce qu'on peut. Se surpasser. D'être dans une zone où on peut concentrer sur un but. Et le but, c'est d'être le meilleur ce qu'on peut. Et pourquoi vous avez échappé aux ambitions de ski de votre père alors? Écoutez, d'abord, j'étais assez fort aux États-Unis, mais en arrivant ici en Europe, en faisant une compétition avec des Français, des Allemands, des Autrichiens, qui étaient à un autre niveau, j'ai compris pour être à ce niveau-là, il faut abandonner l'école. Ah oui. Il faut se mettre complètement dans le ski. Et dans les années 70, surtout début des années 70, c'était un sport des amateurs. Il n'y avait pas un avenir après ça. Okay. C'est pas comme maintenant où on peut être un skieur et gagner sa vie. Oui. Et en plus, j'ai rencontré ma femme, qui était ici comme étudiante. Ici en France? Oui, elle est canadienne, mais elle faisait une année... Francophone? De Montréal, oui, québécoise. Et elle faisait son année
son troisième année de l'université ici en France, en étudiant l'histoire française. Mhm. Et elle m'a expliqué qu'il y avait d'autres choses dans la vie que le ski. Ça, moi, j'étais tellement nul que j'ai pas compris ça avant. Et on a découvert ensemble l'histoire de l'art, la musique, l'opéra. C'était fascinant, cette vie. Ça, c'est à 19 ans, non? Ah, j'avais 17 ans. 17 ans. Quand j'ai rencontré ma femme. Ça, c'est magnifique parce que vous êtes encore aujourd'hui avec elle. Tout à fait. C'est sublime, ça. Ah, oui. Bravo. Grande. D'abord, vous avez eu de la chance de la rencontrer, en plus de rester avec elle. Ah, ouais, écoute, on est chanceux, on est chanceux. Mais elle a un accent français ou pas? Elle parle couramment sans accent. Non, mais un accent québécois, je veux dire. Ah là, si vous tombez sur la question des accents québécois, Ouais. avec une québécoise, vous allez vous trouver dans un champ où il ne faut pas y aller. Elle n'a pas un accent québécois. Ah ouais. Par contre, au Québec, c'est un problème. N'est-ce pas? Ah bon? Parce qu'elle a un accent français. Ah, c'est ça. Alors, moi j'ai été intéressée aussi par l'histoire de Williamstown. En fait, dans tout ce qui est écrit sur vous, il est question de Williamstown. Oui. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre ça. Ah, ouais. Parce que moi je connais bien Williamstown, parce que ma fille a étudié à Williamstown. Ah, vous n'avez jamais dit ça. Ah ben oui, elle a étudié à Williams College. Oui. Et après, elle a suivi le même cursus que vous, parce qu'elle était allée à... Bon, je vais raconter ma vie, c'est pas grave. C'est intéressant. Elle est allée à Harvard, comme vous, donc même cursus. Oui. Mais moi, ce qui m'a frappé à Williamstown, et je me suis dit, ça a une influence sur lui, c'est que c'est le royaume du savoir. Des bibliothèques partout, sublimes, une salle d'arrêt-essai, des petites maisons mignonnes, la nature et rien d'autre. Et rien d'autre. Ouais. Est-ce qu'on a dit il n'y a rien d'autre? Ah ouais, il y a le bus qui part et on a envie de le prendre quand même. Et comme j'ai agrandi en partie à Williamstown, parce que c'est là où mes parents vivaient, c'était un peu petit. Je ne sais pas pourquoi je suis allé à Williams. Je l'ai fait comme ça. Mon père m'a demandé, parce que j'étais en compétition de ski en France, il m'a demandé où est-ce que tu vas comme universitaire, où veux-tu aller? Et j'ai dit, je m'en fous. L'université qui me prend en premier, j'y vais. Et comme j'ai eu une lettre de Williams en premier, je suis allé à Williams. Et je voulais être médecin. J'ai jamais pensé à... Bon alors, on passe de ski professionnel à médecin. Je voulais être médecin, et après... Mais d'où ça sort cette ambition médicale? C'était pas une ambition médicale. C'était que le meilleur ami de mon père était un médecin, et il était un genre de modèle pour moi. Oui. Et j'ai dit, bon... Il s'appelait comment? Bill Everett. Ok. J'ai dit, bon, ben, je veux être comme lui. Il est sage, il est intelligent, il gagne sa vie, il fait des choses intéressantes. Et après un an de biologie, ce n'était pas pour moi. Ok. Et j'ai tombé sur l'histoire de l'art. Et j'ai eu de la chance parce que Williams avait un département de l'histoire de l'art très fort. Bah oui, c'est ça. Je ne le savais pas. Ah oui, heureusement. J'avais aucune idée. Mais alors, j'ai lu aussi que votre première pamoison, vos premières extases, c'était devant un bougreau. C'était... Oui. Ouais. Écoutez, à Williamstown, il y a un musée, le Clark Art Institute. Sublime. C'est un musée assez extraordinaire. Ouais. Et quand j'avais 6 ans ou 7 ans, mes parents m'ont amené là-bas. Je me suis perdu dans la maison, je ne sais pas comment mes parents m'ont lâché comme ça, mais je me suis trouvé devant un bougreau de nymphes, un satyre et une nymphière. Ah oui, donc c'était très, mais des très chaud. Magnifiques. Pour un enfant de 6 ans, c'était sublime. Bien sûr. C'était extraordinaire. J'ai trouvé qu'on peut être transporté dans un autre monde par un tableau. Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont une très belle collection, assez focalisée. Oui, sur Monet, les impressionnistes. Et aussi, oui, sur le 19e, quoi. Oui. Et donc, Williams, vous faites ces études d'histoire de l'art. Oui. Et puis, on commence avec l'ambition dans ce domaine-là.
et un doctorat spécialisé dans l'art islamique. À Williams, j'ai étudié avec un professeur qui était vraiment spécialiste de l'art mogul. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment mon métier. Je voulais être historien de l'art islamique, surtout l'art islamique en Inde. Et les Moghols. Moghols. Mais pas uniquement Moghols, même avant les Moghols. Parce que l'islam est venu en Inde en 1199. Donc, personne ne va vous contredire. Je peux vous assurer que c'est correct. De toute façon, j'adorais les objets. Et en plus, je trouvais l'histoire fascinante. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat à Harvard. Et vous étiez déjà allé en Inde? À cette époque-là, non. Donc c'était du fantasme pur. Fantasme pur. Mais dès que je suis arrivé à... Quand je suis allé à Harvard, je voulais faire un doctorat en art islamique. Pas encore spécialisé en Inde. Pour moi, c'était l'idée de l'Iran, Inde, peut-être même dans l'Ouest, l'Afrique du Nord, Égypte. Et au début, j'ai pensé que mon concentration sera en Iran. Mais en 1979, c'était impossible pour un Américain d'y aller. Donc j'ai changé le thème. Et c'est une thèse sur une tombe moghole à Delhi, c'est ça, du XVIe siècle. Le tombe de Humayun, le deuxième empereur moghol, un bâtiment extraordinaire. Et voilà. Et alors, et votre père, par exemple, il ne s'est pas inquiété, mon fils, tu vas faire quoi avec ta spécialité sur une tombe moghole du XVIe? Mais vous étiez au dîner avec lui, c'est évident. C'était son discours exact. Bah oui, moi aussi je suis mère d'historienne de l'art. Et c'est ça, après le ski, il était vraiment déçu que j'ai lâché le ski. Mais après le ski, il voulait que je sois un businessman, un homme d'affaires, parce qu'il fallait gagner la vie. Et pour un immigrant qui a perdu sa vie en Europe, qui a refait la vie aux États-Unis, c'était compréhensible. Mais moi, j'étais peut-être tellement têtu que je voulais être qu'un historien de l'art. Mais c'est génial, vous vouliez exister par vous-même, en fait. Ouais. Et bon, j'ai eu la chance... c'est pas mal tourné. Bah, plutôt pas mal, hein, je crois. Et comment donc on passe de Delhi, XVIe siècle, à l'art contemporain? Oh, il y a plusieurs pistes. Okay. Alors j'ai fait mon doctorat. Au moment que j'ai eu mon doctorat, il n'y avait pas de poste, ni un, en art islamique aux États-Unis. Ah ouais? Ni un. Nul, zéro. Mon père m'a regardé en disant « J'avais raison, n'est-ce pas ?» Alors j'ai eu tellement d'angoisse que j'ai décidé de me postuler pour une position comme directeur du musée à William and Mary. C'est une université dans le sud, à Williamsburg. Ah, wow. Ok, toujours William. J'étais en train de créer un musée. Et comme je crois que je suis la seule personne qui a postulé pour le poste, je l'ai eu. Et pendant les 3 premières années de mon carrière, j'ai appris comment diriger un musée sur le côté. Personne ne le regardait parce que c'était une petite musée dans une ville universitaire pas connue, ou pas très bien connue. Et tous les fautes, tous les conneries que j'ai fait ont été invisibles au monde, heureusement. Vous avez appris sur le tas. Et après, il se passe quoi? Après, il y avait un poste, le plus grand poste en art islamique qui s'est ouvert au Freer et Sackler Galleries, au Smithsonian, c'est les galeries nationales d'art asiatique. Et ils m'ont téléphoné en me demandant si j'étais intéressé dans le poste. Et comme c'était vraiment ma spécialité, j'ai dit pourquoi pas. Et je suis devenu un conservateur de l'art islamique au Smithsonian pendant 6 ans.
Vous allez me faire raconter toute mon Non. histoire? Non. Mais on va vite sauter à la suite. Je vous ai posé la question, comment on arrive à l'art contemporain? Parce que après 6 ans, comme conservateur, j'avais des idées pour diriger un musée. Et c'est pas intéressant pour un directeur d'avoir un conservateur sur l'équipe qui veut diriger un musée. Alors ma femme m'a dit, fais une décision, soit conservateur, soit directeur, mais décide-toi. Ah, votre femme, c'est un élément moteur. Non, c'est l'élément le plus essentiel de ma vie. Non, c'est elle me dirige. Bon, on voudrait la connaître. Elle est forte. Suzanne me connaît. De toute façon, j'ai postulé pour une position au Art Gallery of Ontario à Toronto, qui n'avait pas de l'art islamique, mais je crois que j'étais encore la seule personne à postuler. J'ai eu la poste. Et là, c'était vraiment un engagement avec l'art contemporain. Et comment on arrive au MoMA après cette expérience-là, alors? Oh, mais c'est évident, par l'art islamique. Tu plaisantes, hein? Tu crois que je plaisante? Alors, j'étais à Toronto pendant 5 ans. Et tout d'un coup, j'ai eu un coup de fil par un ancien ami de moi qui est devenu chasseur de tête. On dit ça en France? Oui. Chasseur de tête. Et elle était une historienne de l'art islamique avec moi à Harvard. Elle a changé de carrière. Elle est devenue chasseur de tête. Ah oui, donc... Et elle m'a téléphoné tout de suite. Ah, génial. C'est l'art islamique qui réunit toute ma vie. Mais oui, et ça va continuer, on dirait. Et en 2019, quand je vous ai interviewé et vous aviez réussi à monter ce projet à 450 millions de dollars pour un nouveau MoMA, je vous ai posé la question de l'ambition. Vous m'avez répondu, il faut toujours tendre à faire mieux. Toujours tendre à faire mieux. Alors on n'arrête jamais? Jamais. C'est pour ça que je te dis, il faut chercher le stress. Dès qu'on est content, dès qu'on n'est pas stressé, il faut chercher encore du stress pour aller le plus loin qu'on peut. Il ne faut jamais être satisfait avec ce qu'on a fait. Alors j'ai cru comprendre que dimanche dernier, vous avez fait de la bicyclette jusqu'à Versailles. Oui, j'ai fait un tour de vélo. Donc est-ce que en ce moment c'est ça les défis ou est-ce qu'il y a de nouveaux défis? Ah, mais le cyclisme est toujours un défi. Je le fais pour ça. Parce qu'on peut toujours aller plus vite, toujours aller plus loin. Mais vous le faites de manière très, très assidue. J'essaie. Mais ça fait partie de tous ces moments où les choses ne s'arrêtent jamais. Exact. C'est ça? Ça me donne plaisir. Je le fais pour moi-même, mais c'est toujours fascinant. En vélo, on rencontre des gens. Il y a quelques semaines, j'étais perdu à Versailles. Je ne pouvais pas trouver le chemin que je voulais. J'ai demandé à des autres cyclistes, est-ce que vous connaissez ce chemin-là? Ils m'ont dit, suivez-nous. Et on est devenus amis. Ils étaient des militaires. Et ils m'ont raconté tout ce qu'ils faisaient. Mais c'était fabuleux de rencontrer des gens comme ça sur la route. Ça donne plaisir. Et au même moment, on roule assez vite. On essaie de faire le mieux ce qu'on peut. D'ailleurs, j'ai lu un article de Elle Décor de 2017, je crois, où quand on vous demande quel est votre objet préféré, vous avez fait une liste avec des choses assez fantaisistes comme une glacière pour faire des glaces à, je sais pas... J'adore faire des glaces. Oui. Mais le premier objet, c'était la bicyclette quand même. Oui, c'était pas un objet mogol. Hein. Non. C'était la bicyclette. C'est la bicyclette. Et là, c'était des objets que je pouvais vivre avec. Ouais. Si je pouvais trouver un objet de mon goût, ça serait formidable. Mais là, la demande, c'était des objets quotidiens. Ouais. J'ai vu qu'il y avait aussi un Châteauneuf-du-Pape. Oui, parce qu'on peut le boire. Et pourquoi Châteauneuf-du-Pape? À l'époque, c'est ça ce que je buvais. Ah bon, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grande place qui est laissée au travail, plutôt qu'au côté épicurien, non? Mais les deux vont ensemble. On peut être épicurien et on peut adorer le travail, n'est-ce pas? Surtout dans la vie des arts, on est sensible à tout. Et alors, vous avez parlé à propos du musée, du fait qu'il fallait transformer le musée en laboratoire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça?
Alors, au moment, notre défi était comment gérer ce musée dans le 21e siècle, comme il était au début dans le 20e siècle. Et notre premier directeur parlait du musée comme un laboratoire où le public était invité. Et j'ai bien aimé cette idée qu'on peut être un lieu d'expérimentation, un lieu où les idées se forgent, et au même moment un lieu pour le public. Que accueillant. Le musée doit être un environnement d'expérimentation. Et ça, c'était le piste que j'ai trouvé pour sauter dans le 21e siècle. Mais alors, ça consiste en quoi, De l'expérimentation? prendre des risques, de toujours interroger l'histoire, nos expositions, d'interroger où on allait, même que d'interroger les idées eux-mêmes. Au lieu de donner des réponses, poser des questions. Si on voit le musée d'art moderne, le MoMA, est devenu un lieu pendant la dernière moitié du XXe siècle où les gens pensaient qu'il n'y avait que des réponses. Qu'est-ce que c'est l'art moderne? Allez au MoMA. Mais c'est un début de réponse. Mais c'est une réponse. C'est beaucoup plus intéressant de poser des questions. Qu'est-ce que l'art moderne peut être? Au lieu de ça, c'est l'art moderne. Et alors, dans cet exercice-là, quelles sont les expériences les plus abouties, selon vous? De refaire l'accrochage du musée. Ouais, ça a été énorme. Non? Ça, c'était je voulais faire ça depuis mon arrivée là-bas en 1995. C'était impossible de le réaliser. D'abord, l'aménagement des galeries était trop étroite. Il fallait trouver de l'espace pour l'art contemporain. Et en plus, il fallait avoir une équipe qui voulait se interroger comme ça. Et c'était une grosse interrogation, par exemple une redistribution des priorités géographiques. Complètement. Mais si on est étudiant de l'art islamique, on comprend que l'histoire de l'art moderne n'existe pas uniquement en Europe ou aux États-Unis. Il y avait d'autres modernités assez importantes, même plus importantes, dès qu'on comprend qu'il y a des liens entre eux qui doivent être exposés dans la collection, dans les galeries, pour poser des questions plus intéressantes. Et d'autres formes aussi d'art. Oui. Et alors, donnez-moi, quelles est, selon vous, les expériences les plus abouties? Qu'est-ce qui a été un choc pour vous qui vous a fait dire « Ah là, j'ai réussi ». Un soir où vous êtes couché. Je n'ai jamais eu un choc pareil parce que je ne me sens jamais réussi. Waouh. Jamais, jamais. C'est vrai? Ah oui, parce que dès que c'est fait, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait encore mieux? Je ne prends pas plaisir dans les choses que j'ai faites, je prends plaisir dans les choses que je peux faire, qui ne sont pas encore faites. Donc l'idée d'achievement, ça n'existe pas? Pas pour moi. Mais quand on réussit à ouvrir un nouveau bâtiment, qu'on a réussi à réunir 450 millions de dollars, qu'on a fait un réaccrochage de l'exposition, alors? C'est bien. On ne dort pas mieux la nuit d'après? Non, on ne dort sûrement pas bien la nuit après. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes à résoudre. Je le fais parce que je fais ce que je fais, parce que je m'intéresse dans les questions, dans les possibilités. Dès que c'est fait, j'essaie de trouver quelque chose d'autre, de ne pas rester sur les faits qui sont déjà là pour nous. Que pensez-vous de l'idée d'avant-garde aujourd'hui? Ça existe l'avant-garde? Oui, ça existe toujours. Ça n'existe pas comme en 1910, mais il y a toujours une avant-garde, il y a toujours des artistes qui poussent, qui voient le monde dans un moyen différent, des écrivains, des musiciens, il y a toujours une avant-garde. Mais ce n'est pas le même avant-garde
qu'ailleurs. Mais ça veut dire qu'elle est plus clairsemée aujourd'hui? Parce qu'avant, par exemple, il y a plus d'un siècle, c'était Paris qui était l'épicentre. C'est fini tout ça. Il n'y a plus un épicentre. Heureusement, n'est-ce pas? Pour moi, heureusement. D'abord, il faut dire, Paris était un épicentre pour certaines personnes. C'est vrai. Il y avait des autres épicentres aussi importants. Et c'est mon but au moment, c'était jamais de dévaloriser Paris ou New York, les États-Unis ou l'Europe, mais de valoriser les autres environnements, des autres pays, des autres villes qui étaient aussi importants. Peut-être pas dans les yeux des Européens ou des Américains du Nord à l'époque, mais maintenant on voit. Mais à quoi vous pensez par exemple? Je pense à New Delhi, à Mumbai dans les années 20, fascinant. Je pense à Rio et Sao Paulo dans les années 20, 30, 40, 50. Tarsila d'Amaral. Tout à fait. Et évidemment, elle est venue en France, mais ses meilleurs tableaux ont été faits au Brésil. Et que vous avez exposé? Exposé et acheté. Un de mes... je voulais toujours avoir un Tarsila au musée et on l'a finalement eu. Et c'est rare parce qu'elle n'a pas fait tellement de tableaux. C'est un trésor au Brésil. Et c'est très difficile de... Mais l'expo était petite, hein. On n'avait pas besoin... D'abord, je n'avais pas le moyen de faire plus. Mais en plus, je dirais qu'on n'avait pas besoin de faire plus. On pouvait exposer une trentaine de ces tableaux et vraiment mettre en évidence la puissance de sa carrière. Oui, c'est une femme merveilleuse. Oh, je veux dire, son travail est merveilleux. Mais est-ce que je vais arriver à vous faire dire, comme Tarsila, est-ce qu'il y a eu d'autres expos qui ont été des grands points importants, des relais de votre nouvelle vision de l'art contemporain ou de l'art moderne? Oh, il y en a plusieurs, mais pour moi, la grande vision, c'est dans l'accrochage. L'agrandissement du collection et l'accrochage même. C'est là où la vision se met en place. Mais je dirais, Armando Reveron, magnifique exposition que John Elderfield a fait. On est en train de faire une exposition sur l'art africain contemporain, moderne, des années 50, 60, 70. Ah oui, d'accord. Qui est un peu dans l'air maintenant. Oui, il y en a une à la Tate en ce moment. Et il y avait une au Centre Pompidou. Ah oui, ok. Mais c'est l'idée de voir comment le modernisme est devenu, s'est exprimé dans ces pays qui venaient d'avoir leur indépendance. Le lien entre le langage visuel de la modernité et l'idée de l'indépendance, la démocratie. Ces liens sont fascinants pour moi. Mais alors, vous êtes pris par deux tendances à la fois, c'est-à-dire que d'un côté, vous pensez en historien, c'est-à-dire que les choses doivent durer, et d'un autre côté, vous regardez le présent et même l'avenir. Alors, comment on fait quand on est tiraillé entre les deux comme ça pour choisir? Je suis bifurqué, hein. J'ai besoin d'un psychanalyste. On a tous besoin. Non, mon formation, si on peut dire ça, mon formation intellectuelle est comme historien. Donc, l'histoire m'intéresse. Mais aussi le présent, le problème du présent m'intéresse aussi. Donc, on peut le regarder. On peut avoir plusieurs regards au même moment. Et si on regarde des choses de plusieurs côtés, et on trouve plusieurs pistes pour comprendre le monde, je crois que c'est plus intéressant. Donc, il y a une partie de moi qui est toujours fascinée par l'histoire, mais l'autre partie veut me mettre dans le présent sans histoire. Et est-ce que quelquefois vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui va rester de mes artistes dans 50 ans, des artistes que j'ai sélectionnés? Non. Pourquoi? Parce que
si on fait notre travail au MoMA, Oui. on doit toujours penser à l'avenir. Sinon, on devient un musée historique. Notre but, c'est de mettre en valeur les artistes que nous pensons sont les plus importants du moment. Et c'est à des autres à décider leur valeur historique. Nous, pour moi, et mes conservateurs ne sont pas tous en accord, là, il faut dire. Mais pour moi, il faut toujours pencher à l'avenir et dans un sens de oublier l'histoire. Parce que... Ça, c'est difficile pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes historien, vous l'avez dit vous-même. Je suis un historien, mais j'ai aucun souci sur la question de oublier l'histoire pour un musée. Parce que sinon, le problème, c'est simple. Si on ne trouve pas un moyen au moment d'oublier l'histoire, on deviendra comme le Louvre, comme le Metropolitan Museum of Art, avec un autre point de départ, mais après 300 ans, 400 ans, 500 ans, ça serait pareil. Lourd. Lourd et pesant, et nous ne serons pas capables de gérer l'avenir. Et l'avenir, c'est une partie de l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Juste en passant, en résumé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète et ça m'intéresse au même moment. Ouais. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas prétendre que ça n'existe pas, mais je suis fasciné par les artistes qui utilisent le IA dans leurs œuvres. Et évidemment, on s'inquiète. Mais on va trouver des moyens. J'ai pas de... Les gens qui veulent faire du mal avec le IA vont faire du mal. Mais ils font du mal déjà, sans IA. Mais le IA offre des possibilités extraordinaires et c'est à nous de le bien utiliser. Ça, c'est je pense comme ça. C'est à nous de le bien gérer. Et de donner l'exemple? De donner l'exemple. Pour les institutions, j'entends. Pour les institutions, pour les artistes. On regarde le travail de Sasha Stiles ou Refik Anadol. Ah oui, Refik Anadol. Qui a exposé dans le hall d'entrée du MoMA, mais il y a Sasha Stiles qui s'expose là maintenant, il y a Trevor Paglen, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent le IA dans des façons différentes. Mais il comprend que le IA est là. C'est une technologie. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est pas nous, c'est une technologie que nous gérons. C'est à nous de le gérer comme il faut. Et en tant qu'institution, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation politique américaine? Oui. Racontez-nous. Bah, écoute, on est dans un moment très difficile. Et je trouve que les attaques contre les universités, contre les musées, contre le wokisme, c'est vraiment une attaque contre le pluralisme, contre l'idée que on a le droit de parole, freedom of speech. C'est à la base de la démocratie, d'être un contrarien. C'est à la base de la démocratie, de protéger ceux qui sont marginalisés. C'est à la base de la démocratie. Et je trouve que maintenant, il y a une pression contre les institutions qui embrassent, si on peut dire ça, l'idée du pluralisme, l'idée de protéger ceux qui sont marginalisés. Et on est en train, il me semble, de remplacer le wokisme avec le patriotisme. Et là, c'est pas loin d'autres problèmes qu'on a vus dans le monde entier. Et il y a même un risque, même pour être plus matérialiste, il y a même un risque enfin, le président des États-Unis peut tenir les musées par les lois d'exemption fiscale, je crois, non?
C'est compliqué, mais ça se peut. On a un Et là, c'est la fin du système. Ça va être quand même la fin de quelque chose. Je ne sais pas si la fin si ça arrive, hein. Il n'en a pas parlé pour l'instant, mais on peut imaginer. Et on peut, écoute, c'est un moment où il faut être très calme, faire des décisions très précises, mais le risque est aussi très grand. C'est ça, je pense comme ça. Les risques sont énormes pour le moment. Aux États-Unis ou dans le monde entier? Je dirais dans le monde entier. C'est pas le problème d'autocratie qui est en train de s'émerger aux États-Unis, c'est pas unique, hein. On peut regarder partout en Europe, ça arrive. Ouais. Il y a, je ne sais pas si tu as lu dans le Art Journal, il y a quelques semaines maintenant, il y avait un rapport d'une organisation qui regarde les 153 musées en Europe. Et ils ont fait un sondage sur leur inquiétude. Et ils disent tous qu'ils ont... 60% ont dit qu'ils ont peur de leur gouvernement. Wow. En Europe. Donc ce n'est pas un problème américain. C'est un problème partout, il me semble, dans le monde. Dernière question, parce que je crois que il faut te libérer. Quels sont tes tu peux nous parler vous pouvez nous parler de vos prochains projets? Oh, oui, avec plaisir. Je suis sur le comité de conseil du musée de Kiran Nadar à Delhi. Mm-hmm. Et le musée est en train de construire son premier bâtiment à eux-mêmes. Et ça serait le premier grand musée en Inde. Privé? Privé. Mais aussi même national, parce que la collection que Kiran Nadar a assemblée, est en train de le faire toujours, c'est extraordinaire du point de vue de qualité. Donc, je travaille avec eux. Et qui est l'architecte? L'architecte, c'est David Adjaye. Voilà, c'est ça. Et je suis aussi en train de collaborer avec un collègue sur une exposition sur Amrita Shergill, un artiste indien des années 20-30, qui a étudié ici à Paris, mais qui a travaillé en Inde, surtout à la fin de sa vie. Je travaille avec le Diriyah Foundation à Riyad, sur le biennale islamique à Jeddah. Mm-hmm. Et là, tu fais quoi? Je suis comme un consultant, je les aide. Ouais. J'espère que je les aide, mais ça m'intéresse beaucoup parce que cette biennale est absolument extraordinaire, de qualité étonnante. Et il se passe quelque chose au Moyen-Orient très important, Abu Dhabi, Doha, Dubaï même. Dubaï même. Non, le Moyen-Orient pour le moment est vraiment fascinant. Et le Qatar évidemment. Le Qatar aussi, j'ai beaucoup d'amis en Qatar. Je trouve que comment dit-on, la programmation culturelle du Qatar est vraiment quelque chose à voir. Mm-hmm. Et la qualité des musées qui ont déjà été construits et celles qui sont en train d'être construits, c'est remarquable. Même chose à Abu Dhabi, et j'admire cette ambition de créer de la culture dans ces lieux d'un sens, d'une qualité mondiale. Et qu'est-ce que tu penses du Louvre? Je pense beaucoup du Louvre. Beaucoup bien ou beaucoup pas bien? Pour moi, beaucoup bien. C'est magnifique, non? D'abord, je suis titulaire du Chaire du Louvre cette année. Donc, oui. Donc, je suis en train de préparer mes conférences. Mais en plus, écoutez, le Louvre, c'est peut-être le musée le plus important du monde. Et pourquoi? Parce que la puissance culturelle du Louvre, c'est presque unique, si ce n'est pas unique. La qualité des collections, c'est étonnant. Et il y a une équipe de conservateurs remarquables qui sont en train de réimaginer le Louvre et le moyen dont on peut exposer les objets, surtout dans les galeries comme les galeries d'art islamique, mais partout dans le Louvre, qui est fascinant.
Et en plus, il y a Laurence Descartes qui est peut-être le directeur le plus important du monde. Ah, carrément? Carrément. Mais on est un peu fragilisé ces jours-ci. Mais écoutez, il y a eu ce cambriolage horrible, mais il faut savoir que ça peut passer à n'importe quel musée, n'importe où dans le monde. C'est terrible que c'est passé au Louvre. Ça, c'est évident. C'est horrible. Mais les musées sont vraiment fragiles. Et un cambriolage pareil peut se passer n'importe où. Il ne faut pas penser qu'il y avait des... On va découvrir après les rapports qu'est-ce qui s'est passé, mais tous les musées sont fragiles dans ce sens-là. Mais c'est joli de dire ça, je trouve, parce que personne ne le dit. Mais il faut savoir, on a eu un vol au moment quand j'étais au début de ma carrière. Ah oui? Il y a des vols qui se passent aux autres musées. C'était quoi le vol? C'était un vol d'une sculpture de Duchamp. Incroyable. Ouais, Il avait bon goût, le voleur. C'est un violeur conceptuel? Un voleur conceptuel parce qu'on a eu heureusement le retour de l'objet une semaine plus tard. C'était sur la rue du Vélo. Ah, waouh! Ah ben c'est un cycliste. C'était un cycliste peut-être. À l'époque, je ne faisais pas du cyclisme. Ah bon. C'était mon avenir qui s'est déroulé. Mais non, il faut dire que vraiment dans le monde muséal, Laurence Descartes, c'est vraiment le directeur le plus important. Et elle dirige une équipe extraordinaire. Et je l'estime énormément. Et alors pourquoi? Parce qu'elle est tellement intelligente, parce qu'elle comprend au même moment l'histoire de l'art et les choses essentielles dans un musée, les équipes, les finances, l'aménagement et l'accrochage, toutes ces choses qui sont essentielles pour diriger un musée, elle les comprend et elle le fait d'une façon, pour moi, extraordinaire. Je le connais depuis, elle était avec le Louvre à Abu Dhabi. Et même qu'en discours, on n'est pas toujours en accord, parce que c'est comme ça, les collègues. Je l'estime énormément. Il n'y a personne d'autre dans le monde muséal de cette carrure. Oui. Non, elle est quelqu'un absolument extraordinaire. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous avez un regret? Où? Est-ce qu'il y a une petite musique dans votre tête qui vous fait dire « Non, mais j'aurais dû le faire quand même avant de partir du MoMA » ou « J'aurais dû être médecin » ou... Est-ce qu'il y a une petite chose comme ça? Non, je suis... de l'avant. Je regarde jamais en arrière. J'essaie de regarder toujours en avant. Je crois que c'est le point commun de toutes les personnes que j'ai interviewées jusque-là, justement. Alors, on a la chance d'avoir 2 directeurs de musée ici. Et non, extraordinaire. Suzanne, vraiment une étoile. Et Philippe Vergne. Alors, est-ce que vous voulez poser à votre confrère une petite question avant qu'on conclue? Suzanne? Non. Moi, je ne peux pas. J'admire, je partage ton estime absolue pour Laurence Descartes. C'est pas chance, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est beaucoup d'admiration pour elle. Et moi, j'aime beaucoup, je partage avec toi, je ne regarde jamais derrière, je reste ébloui à tout moment. C'est-à-dire, je veux, pour garder la capacité d'émerveillement tous les autres, je veux moi-même toujours cultiver la surprise positive. Et avec l'art, je ne suis jamais déçu. Tous les jours, on découvre quelque chose. C'est quand même une vie extraordinaire. On croyait que le monde était comme ça. Ah, il est comme ça, il est comme ça, il est encore comme ça, etc. Mais tous les jours, les artistes nous donnent une raison de croire que la vie est en extension positive. Parce que c'est ça qui est bien avec les artistes, ce sont des valeurs positives. Voilà. Et j'espère toujours bienveillant. Je ne connais pas de grand artiste qui soit malveillant. Donc, j'ai une passion pour les artistes
respect que pour les artistes. Mais c'est vrai, toute ma vie, je n'ai obéi qu'aux artistes. J'ai la chance, on m'a laissé faire. Donc, Bon, tu t'es bien battu aussi. Tant que j'étais, on m'appelait Madame Non, parce que je voulais avoir le temps. Je disais non, parce que comme je ne voulais pas dire oui à certaines choses, ça me laissait le temps de dire oui à tout le reste. Et finalement, je veux dire, je crois que si on met la barre très haute, on convainc. Enfin, c'est mon expérience, vieille expérience. Voilà. Philippe. C'est difficile à suivre. Moi, je suis d'accord avec Suzanne. Parle plus fort. Je considère toujours les artistes comme mon premier public. C'est à travers eux qu'on peut mesurer le reste du public. Mais j'ai une question pour Claire. Je crois que c'est une question dont on avait parlé il y a quelques années. Je suis curieux maintenant que vous quittez le MoMA. Quelle sera votre réponse si je suis votre logique du développement de MoMA pour que MoMA reste contemporain et ne devienne pas comme le net? Les collections vont évoluer, mais non seulement les collections à venir, mais les collections qui existent. Est-ce qu'il est concevable qu'un jour, les demoiselles d'Avignon aillent au Met? Il ne faut pas avoir, je crois... C'est une question sérieuse. Non, c'est une question sérieuse. Et là, il faut dire d'abord, mes trustees et mes collègues ne sont pas en accord avec moi. Ça va. Je sais que j'ai raison. Il faut rappeler quelque chose qui n'existe pas en France, c'est qu'il y a un principe d'aliénabilité aux États-Unis qui est interdite en France pour le public. Mais il faut trouver une solution. Soit de créer un autre musée pour les œuvres du XXe siècle. On peut regarder le Tate ou une autre situation. Ou les vendre, ou les donner. Mais il faut faire quelque chose, parce que le poids de cette histoire empêche les possibilités de l'avenir. Et pour être un musée moderne, c'est-à-dire un musée d'art moderne, qui est différent qu'un musée historique, il faut avoir une autre logique. Donc, je ne sais pas la solution, mais je suis convaincu qu'il faut trouver quelque chose. Donc on ne peut pas être un musée d'art moderne et contemporain à la fois? A dit Gertrude Stein, exactement, ici à Paris vu. en 1939, à rue de Fleurus. Exact. Et elle avait raison. Elle a dit moderne et musée, ça ne va pas ensemble. On peut être soit moderne, soit au musée, mais pas les deux. Mais moi j'ai lu un article où vous disiez, mais non, justement, je vais faire moderne et musée, moi. C'est Alfred Barr qui a dit ça. Et on peut être moderne et un musée, mais avec la capacité de lâcher l'histoire. Les trésors. Les trésors. Il faut croire que lendemain, il y aura un artiste aussi important que Picasso ou Cézanne ou Jackson Pollock. Il faut le croire. Il faut le croire, mais il y a un artiste qui est comme Jackson Pollock et il y a 200 artistes qui sont assez moyens. Mais c'est toujours pareil. Mais c'est normal. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces artistes-là? Ils sont collectionnés par les collectionneurs, par les musées, mais on n'est pas là uniquement pour les chefs-d'œuvre. On est, à mon avis, un musée d'art moderne est là pour regarder le moment, pour l'interroger. Parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui qui sera l'artiste le plus important dans 100 ans. Et de toute façon, ni dans 50 ans, puisque ça change. Quand on voit que Vermeer a été oublié, par exemple. Il fallait Proust pour retrouver Vermeer. Voilà. Et pour moi, Philippe, le problème est toujours là. Les possibilités sont assez intéressantes. Si on crée un musée pour les chefs-d'œuvre, si on crée un musée pour les années 1900, je ne sais pas la solution, mais il faut trouver une piste qui laisse au musée d'art moderne
la possibilité d'être très, comment dit-on, flexible. Oui. D'être flexible dans l'avenir. Mais je pense qu'il a posé cette question parce qu'il veut prendre les demoiselles d'Avignon à la Fondation Serralves. Il a que demandé. Moi, je suis contemporain. Je vous les laisse. On est tellement chanceux au moment d'avoir la nuit étoilée, Demoiselles d'Avignon, la danse de Matisse. Bon, ça c'est des conservateurs qui ont fait leur boulot. Ils ont trouvé les objets les plus importants des artistes au moment. Mais maintenant, c'est un poids. C'est un bonheur, évidemment. Les gens viennent pour regarder ces trésors. Mais c'est aussi un poids. Et pour moi, le musée d'art moderne doit toujours pencher sur l'avenir, sur les possibilités qui n'existent pas, et avoir confiance qu'il y aura toujours des artistes fascinants à découvrir. Et c'est notre boulot d'expliquer au public pourquoi ces artistes sont importants. Et au moment que le public le sache, notre travail est terminé. Et c'est à des autres à soutenir ces artistes en 50 ans, en 100 ans. Mm-hmm. Ça peut être un musée de nous-mêmes, notre musée jumelle. Mais il faut trouver un moyen. Bon, c'est intéressant, c'est presque le début. Le grand défi aussi pour un tableau comme les Demoiselles d'Avignon, c'est peut-être pas de le mettre dans un musée autre, oui, mais d'arriver à montrer les Demoiselles d'Avignon sans histoire, en s'assurant que le tableau reste contemporain, de le montrer de telle manière que le tableau remain relevant aujourd'hui. Mais écoute, Philippe, il le sait, mais un des accrochages que j'étais le plus fier, c'était en 2019, qu'on a changé le musée. On a mis le Demoiselles d'Avignon dans une galerie avec Louise Bourgeois et Faith Ringgold. Ça, c'était extraordinaire. Et c'était un choc pour le monde, parce que d'abord, Faith Ringgold, artiste américaine et noire, qui n'était pas très connue à l'époque, accrochée presque à côté Picasso. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Mais facilement, on accroche ici et on accroche là-bas. Et ça marchait très bien. Mais le but de cet accrochage, c'était de mettre en valeur la contemporanéité de Picasso. Ringgold a allumé Picasso. Les liens entre elle et lui étaient fascinants parce qu'elle est venue au MoMA dans les années 60 pour étudier Picasso. Guernica surtout, mais le Demoiselles d'Avignon aussi. Et pour moi, ça a donné une valeur contemporaine à Picasso. Et donc, je suis tout à fait en accord. Bon, ça, c'est une magnifique conclusion. Non? Oui, quand Philippe parle, c'est toujours un magnifique conclusion. Bon, j'espère tout de même qu'on ne va pas vendre les Demoiselles d'Avignon. Ce serait un scoop. Merci beaucoup. Merci Glenn, c'était magnifique. Merci à vous.